Dans cette interview exclusive tirée de mon programme en ligne Badminton Révolution, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Alex Lanier est le numéro 1 français et top 15 mondial à seulement 19 ans. C'est beaucoup grâce à la stratégie, donc profitez-en. Écoutez ce qu'il a à dire sur les stratégies développées en match et les routines qu'il a à l'entraînement pour performer sur le terrain en compétition contre les meilleurs mondiaux. Allez, bon visionnage à tous. T'as l'INSEP, hein, Ouais, entre les bâtiments, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, ouais. Ouais, je suis un peu en rush là, je t'avoue. Non, mais déjà, franchement, c'est la première chose déjà que je voulais te dire. Merci beaucoup d'être présent. Ça fait super plaisir d'avoir le numéro 1 français, d'être présent sur le Badminton Révolution. Il y a beaucoup de monde qui est là aujourd'hui pour te voir et essayer de te poser quelques questions. Et donc, on va commencer tout de suite pour qu'on ait le plus de temps possible avec toi. Alors, la première question que j'ai pour toi, Alex, c'est parce que je te connais pas trop en fait. On était vraiment à moi très fin de carrière et toi, t'es arrivé à ce moment-là, Ouais, euh, moi début, ouais. très jeune et on s'est joué juste une fois à l'INSEP pour un match de sélection en équipe de France de mémoire. Et Ouais, sinon, à part ça, ouais, on s'est à peine côtoyé. Mais en gros, ouais, je connais pas ton départ. Toi, comment tu as commencé le badminton? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport? J'ai lu que tes deux parents faisaient du badminton aussi. Donc, c'est un peu un sport de ouais. famille pour toi? Moi, j'ai commencé grâce à mes parents. Ils ont fait justement du bad niveau régional, mais plus du coup, eux, c'était leur fin de carrière parce qu'en fait, ils ont fait. Mon père était très bon dans la voile. Il a été dans les tout meilleurs en voile, et puis ma mère aussi, elle a fait de la voile et après du coaching dans la voile aussi. Donc, ils ont plutôt un passif de voileux. Mais ensuite, une fois qu'ils ont fini leur carrière, en fait, ils se sont mis au bad et c'est un peu dans la période où moi je suis né, et donc du coup, je les ai suivis. J'avais aussi le choix entre faire de la voile ou le bad, mais j'ai préféré le bad. Ok. Ouais, j'imagine que quand tu es tout jeune, je pense que c'est plus sympa le bad que la voile. Mais après, chacun a ses Ouais. plaisirs. Comme j'avais de l'énergie, j'avais envie de bouger et rester dans un bateau, c'était moins kiffant, je pouvais moins m'exprimer aussi, donc Ouais, non, c'est sûr. c'est ça qui a fait la différence. Tu parles à un convaincu, hein, parce que j'étais un peu hyperactif aussi quand j'étais jeune, donc j'avais besoin de me dépenser et je pense que tu es un peu dans le même Ouais. état d'esprit. Moi, je Ouais. suis plutôt comme ça et je pense qu'avec les années, après, du coup, je me suis plus calmé et maintenant, je suis devenu assez calme. Mais quand j'étais plus petit, je bougeais beaucoup et tout le temps. Donc, c'était. Ok, ok. Bon, donc du coup, très tôt, tu as commencé et mis par tes parents au bad. Est-ce Ouais. que dans ta jeunesse, il y a eu quelqu'un qui a marqué cette ascension fulgurante que tu as eue? Ou est-ce que tu as eu un entraîneur spécifique? Est-ce que tu as eu un club qui t'a super bien soutenu? Est-ce que ton père, je sais qu'il était beaucoup derrière toi, parce qu'il a beaucoup Ouais. échangé avec moi pendant tout début de ta carrière. Donc je pense qu'il t'a beaucoup poussé. C'était quoi en gros, qu'est-ce qui t'a permis d'exploser aussi vite en fait au bad? Je vais dire que déjà, j'ai la chance, c'est que mes parents, même aujourd'hui, ils sont toujours vraiment avec moi dans mon projet. Ils parlent avec la Fédé, ils sont vraiment toujours là. Derrière moi, ils connaissent aussi le système, dû aussi à la voile aussi, ils connaissent le haut niveau. Donc, je suis très bien aidé par eux qui vraiment m'aident tout au long et ils m'ont toujours aidé tout le long de ma carrière. Après, moi, j'ai commencé dans le petit club de Dives-sur-Mer aussi. Et là, j'ai eu différents entraîneurs, pas, je pense peut-être un en particulier, vraiment un de mes débuts, Bertrand Mégis, si je peux le citer. Oui, bien sûr. C'est un des premiers que j'ai considéré aussi maintenant comme mon tonton, quoi, entre guillemets, vraiment un de ceux. Mais après, plus dans ma progression, j'ai très vite quand même quitté le club où je suis passé en pôle espoir. J'ai vu différents entraîneurs, que ce soit des entraîneurs de pôle espoir, que ce soit des entraîneurs de CODEP aussi. J'étais dans le CODEP 14 et j'ai eu un entraîneur de CODEP aussi. Donc, il y a eu, en fait, je dirais qu'il y a eu différents coachs à des périodes qui étaient bonnes pour moi. Ça s'est passé correctement. Et au-dessus de ça, il y avait toujours mon père quand même qui gardait un œil sur moi et qui me dirigeait aussi où aller dans les bons plans, aussi s'intéresser aux gens et essayer de prendre les voies les plus rapides à chaque fois. Et on en a discuté souvent et
qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, où fallait que je sois pour justement progresser au max. Et bah après, du coup, je suis allé à l'INSEP quand j'ai eu le choix. Et justement, là, c'était encore un choix où on s'est dit, c'est où l'endroit où je peux progresser le plus vite et le plus tôt. Bah, c'était à ce moment-là, en tout cas, c'était l'INSEP. Donc, Hmm. c'est le choix que j'ai fait, quoi. Et en parallèle du coup de ces choix, on va dire en termes badminton hyper rapide, hyper intéressant, essayer de choisir le chemin le plus rapide à chaque fois. En termes d'études, qu'est-ce que tu faisais à côté? Tu faisais des études normales? Tu étais sur le CNED? J'ai fait études normales. J'ai fait un bac, du coup, plutôt S, accès S. J'ai eu mon bac. Et là, en ce moment, l'année dernière, j'ai commencé une licence, sciences de l'ingénierie que je, que je dédouble, voire détriple. Enfin, D'accord, ouais, parce ouais, que là avec les j'ai commencé entraînements, ma licence. j'imagine que tu n'as plus beaucoup de temps à accorder à Ouais, ça. En plus, c'est ça doit pas être exactement ça. simple une licence de sciences comme ça. Du coup, Non, tu du fais tout. quoi? Une année en 3 ans? Ouais, ça peut partir quelque chose comme ça, ouais. Ok, ok. Et ça va, t'y arrives pour l'instant ou? Pour l'instant, c'est assez dur, mais je dirais que je suis sur la bonne voie. Même si là aussi, en ce moment, justement, avec le World Tour pour moi qui commence, sollicitation aussi un peu médiatique, des fois des shootings, des trucs comme ça, il y a plus de sollicitations que quand j'ai commencé ma licence. Donc c'est encore plus dur et là, je le ressens en ce moment d'avoir encore moins de temps justement pour ça. Donc va falloir que je gère, va falloir que je recale un peu tout, que j'essaie un peu de m'organiser et vraiment de mettre de, d'avoir un peu un temps un peu construit, tu vois, que ce soit un peu plus carré. Ouais, on t'aide ou tu vas le faire toi-même? Je vais essayer dans un premier temps de le faire moi-même et de voir ce qui me correspond. Et après, évidemment, aussi souvent j'en parle à justement Kestoutis aussi, ce qu'il en pense de est-ce que la charge elle est trop haute ou est-ce que c'est une bonne idée de faire ça aussi. Hmm. J'essaie aussi, une fois que moi je sens c'est trop pour moi, de vraiment aller voir les autres et de leur demander leur avis, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Parce que là, t'es vraiment t'es un pionnier, hein, tout simplement dans le bad. Ça n'a jamais été fait ce que tu as fait les derniers mois. Le classement mondial que tu as atteint, c'est à ton âge, c'est fou. Et du coup, en fait, personne dans le badminton ne sait ce que ça fait d'être dans ton cas. Donc, il faut presque, de mon point de vue, aller voir un peu ce que les autres sports font avec des champions du monde, des Ouais. top 10, etc., pour voir comment eux, ils gèrent de leur côté et comment toi tu pourrais mettre en parallèle un petit peu par rapport au badminton ce que eux ils font, avoir peut-être un staff, être hyper cadré sur un peu à l'Axelsen si tu veux, hein, complètement, hein, pour voir si tu peux le mettre en place toi. En tout cas, bon, bah, ça c'est peut-être quelque chose que je peux te conseiller parce que quand tu arrives quelque part que personne n'a accédé avant, en fait, personne ne peut te conseiller. On peut avoir des idées, mais on ne sait pas comment ça marche. Donc, il faut aller voir ce qui a marché avant dans d'autres sports ou dans d'autres domaines. Euh, Quand tu étais, parce que enfin, j'allais dire quand tu étais jeune, mais tu es encore hyper jeune, quand je sais pas, de 10 à 18 ans, est-ce que tu as pris conscience à un moment donné que tu pouvais peut-être faire ta vie, construire ta vie avec le badminton, en faire un métier, ou tu t'es dit non, je vois comment ça vient, je m'amuse, je me dépense, j'aime me dépenser, et je verrai où ça mène. Ou est-ce que tu avais déjà un gros objectif de te dire Je et pense d'être. que j'étais toujours jusqu'à, honnêtement, jusqu'à 12 13 ans, j'ai toujours pris un peu le bad. Bon, c'était sérieux évidemment, mais plus toujours vraiment comme un jeu où j'allais à l'entraînement et des fois je m'amusais, des fois, et bon, il y avait des séances qui étaient pas folles parce que franchement, je sais pas, j'étais gamin et juste je m'entraînais, mais pas forcément sérieusement non plus. Ensuite, je pense qu'il y a eu quand même un déclic, c'était les championnats du monde junior. C'était à 15 ans et j'ai joué avec l'année de Christo justement. Hmm. Et là, j'avais joué un des meilleurs Chinois à l'époque. Il était top 3 mondial, quelque chose comme ça. Et j'avais pris genre 10 et 10, j'avais pas vu le jour. Jouer avec le mec, physiquement, il était beaucoup plus fort que moi. Et vraiment de voir cet écart de niveau et de rien pouvoir faire, ça m'avait un peu
ça a mis une petite claque en mode, ok, moi, là, va falloir que je m'entraîne un peu plus sérieusement. Et donc, l'année qui a suivi, même les 2 ans qui ont suivi ce championnat du monde, je me suis dit, ok, bon, bah, là, faut vraiment que je progresse parce que j'ai du retard, en fait. Même si les mecs avaient 4 5 ans de plus que moi, j'ai l'impression d'avoir du retard. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je mette les bouchées doubles. Et ensuite, du coup, je suis arrivé à l'INSEP, donc c'était encore plus évident pour moi. Et là, ça a commencé à vraiment être sérieux et devenir quelque chose, même si maintenant je m'amuse toujours, évidemment, mais ça devient plus sérieux. Et je sais que aussi pour être parmi les meilleurs, faut aussi rester sérieux, quoi. Hmm. On va rentrer un peu dans les questions qui m'intéressent le plus personnellement. C'est qu'est-ce qui, pour toi, fait vraiment la différence par rapport aux autres joueurs français ou qu'est-ce qui, pour toi, t'a amené à ce niveau de résultat aussi jeune? Parce que c'est qui Alex Lanier en fait? Pourquoi tu es un extraterrestre avoir gagné un Super 750? Parce que personne ne l'a fait avant. Comment tu t'y prends quand tu arrives, tu as 19 ans, tu rencontres le numéro 1 mondial, le médaillé de bronze au JO un mois avant au premier tour, numéro 1 mondial, ensuite première finale en 750, tu arrives, tu gagnes. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? C'est quoi ta patte personnelle? Je peux pas. Honnêtement, je peux pas te vendre ni vendre qu'il y a un truc en particulier, mais je pense que c'est quand même plein de facteurs différents et je les mets un peu tous en même temps, dans le sens où moi, je pense que déjà de naissance, j'ai quand même des facultés un peu d'analyse, vision qui sont quand même très bonnes. Je pense que ça, c'est un peu aussi naturel. Mais ensuite, par exemple, quand je vais à l'entraînement, je mets toujours, quand je vais à l'entraînement, un focus sur un truc. Et même quand il y a une technique, c'est impossible pour moi de, par exemple, juste faire une technique et travailler un coup sans me dire, est-ce que vraiment ce coup-là, je le ferai en match, tu vois, en situation de stress, est-ce que je vais le faire ce coup? Et la plupart du temps, tu vois, souvent, on fait une technique, on tente des coups, ça marche, mais en fait, tu te rends compte que finalement, quand tu es en stress et que quand tu es en tournoi, eh ben, tu le fais jamais ce coup. Donc pourquoi tu travailles un truc à l'entraînement que tu vas jamais faire en match? Et j'essaie toujours à l'entraînement aussi de vraiment me demander qu'est-ce que je ferais si j'étais stressé. Après, évidemment, il y a des situations, par exemple, de 2 contre 1 où on se stresse volontairement, où là, on se met direct dans les positions. Mais déjà, sur des exos tout simples, juste de la technique 3 4 frappes, vraiment de mettre le focus comme si tu étais en tournoi, comme si tu faisais vraiment le coup, ça fait une différence. L'intelligence tactique et comment dire, tu te mets des objectifs tactiques très forts à l'entraînement. Et ça, Ouais, c'est déjà. Et hyper je suis bien important. aidé aussi justement par Kestoutis aussi, qui justement m'aide énormément. Lui, il est énormément aussi sur ça. Il y a rarement une technique qu'on va faire juste dans le vent, tu vois, où on se dit, OK, on travaille juste ces coups-là et on sait pas trop ce qu'on fait. Ça arrive presque jamais, honnêtement, ça arrive, avec lui en tout cas, ça arrive jamais. Après, un autre point que je peux aussi aborder, c'est moi personnellement aussi, j'ai une résistance aussi un peu à la douleur qui est très élevée. Physique, tu veux dire? Euh, ouais, physiquement. Ce qui fait que à l'entraînement et même quand il y a des sessions physiques, je peux pousser un peu plus loin que les autres ou alors on va dire que je peux rester dans ce seuil de douleur qui est insupportable plus longtemps, je pense, que la moyenne. Et en fait aussi, je me mets plus vite dans des situations où je suis vraiment direct dans le rouge, mais en fait, je vais rester très longtemps dans le rouge. Donc aussi, le fait de le faire tout le temps à l'entraînement, dès qu'il y a un truc physique, dès qu'il y a un truc de consistance, de vraiment garder l'intensité et je descends pas, même si c'est horrible pour moi, les jambes c'est horrible, mais en fait, j'ai un seuil de douleur qui est un peu différent aussi des autres. Donc du coup, j'arrive avec la répétition, si 10 fois, allez, non, on va dire 100 fois dans l'année, tu t'es mis dans le rouge et t'es resté longtemps, c'est toujours mieux que si tu l'as fait 80 fois, tu vois, ou 70. C'est un exemple bête, mais ça se passe un peu comme ça aussi. Ouais, c'est complètement, en fait, pour moi, c'est la force mentale dont tu parles qui est incroyable chez toi. Et c'est ce que j'avais un peu remarqué déjà depuis que je t'ai très peu connu ou depuis que je te vois jouer un petit peu là sur les tournois. Pour moi, c'est là où tu es très fort, c'est mentalement.
parce que t'as cette capacité à ne rien en avoir à faire contre qui tu joues, dans quel état t'es. Ouais. Parce que je sais très bien comment c'est de faire un 3-7 au premier tour, de faire un 3-7 au deuxième tour. Et moi, généralement, je craquais, tu vois, après. Ouais. Alors que toi, tu arrives encore à enchaîner. Et pourtant, tu n'as pas un jeu encore, de mon point de vue, qui est super technique, etc. Tu es très physique. Et donc, ça veut dire que tu Non, tapes non, ouais. énormément dans ton physique et tu arrives à enchaîner encore. Donc, c'est vraiment beaucoup dans la tête aussi. Et pour moi, c'est ça où tu surpasses tout le monde en ce moment. Mais il y a, ce qui est évident, et même je le ressens de plus en plus, c'est quand tu arrives sur le World Tour, honnêtement, il y a des matchs qui se jouent, allez, que sur le premier set ou alors jusqu'à 15, tu vois, où tu mets une intensité mais folle, jusqu'à 15, 17, t'es limite en sur-régime, et même moi, genre, en fait, de l'extérieur et même à mon adversaire, je vais jamais lui montrer que, tu vois, je suis à bout, je galère. Mais c'est mon ressenti aussi, tu vois, et je fais un peu, c'est un peu de l'acting, tu vois, tu fais un peu genre que tout va bien, tu mets une pression folle à ton adversaire, et le nombre de matchs que j'ai gagné comme ça, où tu arrives genre à 16 égales, 17 égales, et tu gagnes 21-17 parce que t'as, t'as remis un truc en plus, t'as rajouté un petit peu de physique, un petit peu plus de concentration mentale, même si t'es mort, bah finalement, en fait, le dégât que t'as fait à ton adversaire, il est encore plus grand. Et il y a des fois où du coup, tu te retrouves, t'es au deuxième set, t'as l'impression que t'es mort, mais en fait, bizarrement, ton adversaire, tu lui as fait vraiment mal dans le premier set et il peut pas accélérer. Hmm. Donc il y a aussi ce côté-là un peu de aussi pas s'en foutre de son état, mais de se dire est-ce que vraiment le ressenti que j'ai, est-ce qu'il est vraiment réel, quoi? Est-ce qu'il est important par rapport vraiment aux dégâts que j'ai fait à mon adversaire, vraiment en anglais souvent qui est sous, il va me dire long term investment, tu vois, où en fait je perds le point. Ça a été très dur physiquement, mais finalement, allez, peut-être que à 18 égales au troisième, c'est ce long term investment, tu vois, qui va faire la diff. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher, quoi. Ouais, non, mais Et, et cette mentalité sur le match de justement toujours avoir cette mentalité, toujours montrer à ton adversaire que ça va être dur pour lui. Il y en a limite qui vont craquer avant de limite s'être battu, tu vois. Il y en a qui vont donner des points parce qu'ils se disent putain, bah là, si je veux gagner, il va falloir que je fasse des efforts, mais de fou, tu vois. Ouais, ouais, non, complètement. Et c'est ce que tu dis, c'est hyper intéressant pour tous ceux qui sont présents là et tous ceux qui verront le replay après. Il a parlé de beaucoup de choses en même temps. À ce moment-là, c'est le jeu entre points, tu vois, le jeu psychologique dont tu parlais, Ouais. le fait de jamais se préoccuper de soi, mais plutôt de comment on est, enfin, de son adversaire, de regarder son adversaire. On peut être mort, mais l'adversaire des fois il est plus mort que nous et on a l'impression que Ouais, nous on est mort, mais en fait lui il est encore plus mort. Et ça, c'est vraiment, moi, c'était une fois, ça m'avait marqué avec aux IFB. Je jouais contre Rasmus Gemke à l'époque. Et c'était un match de boucher en 3-7. Et à un moment, on fait un point au troisième set, mais ignoble, tu vois. Je finis pareil ouais. sur les talons. Rasmus en face, pareil, mais je ne l'avais même pas regardé. Et moi, je me retourne, je suis mort. Bertrand, il me fait « Relève-toi, va prendre le volant et resserre. Il est plus mort que toi. » Et je l'ai écouté alors que j'étais écarlate. Hein. Et Non, je derrière, je comprends, l'ai c'est vrai. enchaîné 7-8 points, j'ai gagné 21. Je l'ai enchaîné sur le troisième set parce qu'il était plus mort que moi. Et donc, Ouais. c'est vraiment se focaliser sur l'adversaire, c'est ce que tu dis. C'est faut pas trop s'écouter, mais plutôt essayer de jauger par rapport à ton adversaire où t'en es. Parce qu'il y a des fois, là, je t'ai vu, c'était demi-finale, je pense, demi-finale, c'était pas Japon, c'était où? C'était Danemark. Ouais, Danemark, là, t'étais cramé. Danemark. Après avoir fait 3-7 Ouais, là, contre c'est. Chu Chen, je crois, en quart. Non, je bats Allô. Loquinho en quart, ouais. Ouais, Ouais, là, on fait un gros match, mais bon, là, clairement, j'avais aussi, moi, il y a mes limites aussi, dans le sens où on avait fait un gros match de 3-7, genre aussi, je sortais, je crampais. Il était 23 heures à la fin du match. J'ai senti que ça allait être vraiment dur, quoi. Je me suis couché à 1h30. J'étais ouais, pas dans un état, même en fait, que physiquement j'étais atteint, mais mentalement j'étais plus vraiment prêt à me battre, en fait. Donc ouais, mais c'est trop j'avais marrant. beaucoup moins cette force mentale C'est de me trop faire marrant que mal, tu ouais. dises ça parce que tu vois, la BWF, elle apprend pas de ses erreurs. Parce que je sais pas à quelle heure tu as joué, toi, le lendemain.
Mais j'ai fait exactement le même tournoi que toi lors de ma demi au Danemark quand j'avais battu Lee Chong-wei la première fois. Je fais le match, je finis vers 23 h et je rejoue le premier match le lendemain, le samedi. Ah, moi, j'avais joué, là, j'ai joué à 20 h quand même. Quelque chose comme ça, 19 h quelques. Mais que tu joues à 20 h au premier match, en fait, je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose pour moi de jouer à 20 h. Je pense que Non, j'aurais non, été cramé pareil parce que non. tu finis à 23 h avec l'adrénaline, les interviews, les étirements, le kiné, machin. Tu finis à 1 h, tu te couches pas avant 1 h, 1 h 30. Tu peux pas dormir parce que tu es encore hyper. T'as l'adrénaline. J'avais dormi 2-3 heures cette nuit-là. Et en fait. Ouais, même les muscles, ça fait mal, hein. Ouais. Franchement, on s'en doute pas, mais tu sais, t'es dans ton lit et tu bouges pas et en fait, ça irradie partout dans les muscles, donc tu dors pas très bien non plus, quoi. C'est Ah, pas exactement. agréable. Exactement. Enfin, ça, c'est vraiment des problèmes Ouais. de schedule, je trouve, de la BWF qui est ouf de Mais mettre des après, c'est symptômes. nous, les excuses qu'ils nous donnent, c'est que c'est les prime time pour la télé et que ce soit aussi retransmis en Asie. En fait, ils te mettent tard et du coup, pour que les médias, la télé, c'est des matchs que les gens ont envie de voir, c'est des matchs qui sont vraiment intéressants pour les gens. Donc, du coup, ils te mettent tard, ce ce qui est bien pour nous, mais bon, c'est aussi le risque, c'est que du coup, on joue plus tard et on se retrouve beaucoup plus fatigué, quoi. Donc, on gagne plus après. Ouais, mais après, tu vois, c'est là où le tennis, ils sont forts. C'est que dans les grands chelems, ils font un match tous les 2 jours. Et nous, Ouais. enfin, c'est un sport qui est plus physique que le tennis et on joue tous les jours. Ouais, C'est n'importe quoi. Mais bon. Passons à une autre question. Du coup, est-ce que tu as un rituel ou une préparation mentale spécifique avant les tournois ou on va en match? Comment tu te prépares? En tout cas, avant les matchs, souvent, je me mets plutôt dans ma bulle, à écouter de la musique, rien de très particulier, mais ouais, j'ai pas un rituel en soi, mais souvent, c'est quand même un peu la même chose de mettre de la musique. Et après, suivant le cours des matchs, suivant comment ça se passe, je vais demander à Kestoutis de jouer, de s'échauffer au bon moment, quoi. Mais Hmm. j'aime Mais bien juste avoir de la musique et être tout seul, quoi. est-ce que toi, t'aimes bien faire de l'analyse vidéo avant les matchs ou pas? Parce que je sais que les pop-off, ils font pas. Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Franchement, il y a eu des tournois où justement je jouais tard. Par exemple, au Danemark, j'ai joué tard, à 20 h. Donc souvent, on faisait de l'analyse vidéo avant, soit le matin, soit genre à 15 h, 16 h, quelque chose comme ça. Mais par exemple, au Japon, j'ai joué souvent vers 13 h. Donc on le faisait le mat on faisait le jour d'avant et juste avant le match ou juste avant la préparation de match, là, on faisait des pas analyse vidéo, mais juste on se repassait un peu les points essentiels sur le match, quoi, un peu un récap. On est Ouais, plus sur de l'analyse vidéo, mais vraiment, les points clés, quoi. on parle, quoi. On est Les sur points. un débrief, quoi. On est sur. Ok, ok. Euh, Parlons maintenant de tes objectifs, parce que là, du coup, je sais pas si tu avais déjà imaginé être à ce niveau de classement, ce niveau de résultat à ton âge. J'ai toujours du mal à réaliser que tu n'as que 19 ans. Et quels sont tes objectifs là maintenant que tu es top 15 à 19 ans? Tu as éclaté pas mal de plafonds que nous, on n'avait pas réussi à faire. C'est quoi ton objectif maintenant? Honnêtement, c'est toujours un peu le même objectif que j'avais quand j'étais plus jeune, des très gros objectifs, mais là, j'ai l'impression que c'est plus à m'apporter et que ça arrive plus vite. Honnêtement, le titre de numéro un mondial, ce serait vraiment magnifique. Une médaille au championnat du monde, ce serait magnifique. Je vise aussi quand même assez grand l'or au championnat d'Europe. Ouais, et après, sinon, il y a des Super 1000, il y a encore plein de tournois où aussi j'ai l'impression que je peux performer et aller les chercher. Ce serait. Ouais, Déjà, je pense que d'avoir comme objectif numéro un mondial, ça passe par justement gagner des tournois, gagner des Super 750 encore, gagner des 1000. On peut pas être numéro un mondial sans avoir gagné de grands tournois, quoi. Donc, ça ouais, va passer par là. numéro un mondial, ouais, c'est quasiment demi-finale minimum à chaque tournoi que tu fais presque. À chaque tournoi. Ouais, 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 c'est ça. Pourquoi pourquoi tu te poses des limites sur le championnat du monde et Jeux Olympiques? Pourquoi tu vises pas l'or carrément? Sur un championnat du monde, Ouais. je vise complètement l'or, ouais, pardon. Ouais, enfin Euh, l'or, t'as largement de quoi aller la chercher.
C'est marrant, je regardais aussi là ton parcours un peu sur Wikipédia et il te comparait à Victor Axelsen sur les âges d'arrivée, les âges, je sais pas si tu as vu, les âges où tu gagnais tel type de tournoi. Je t'avoue que j'ai pas regardé du tout. Bon, bah, je vais pas te spoiler, mais en gros, tu es un peu en avance sur lui, tu vois, en termes d'âge et en termes Ouais. de vainqueur d'un 750, par exemple. Tu es un peu plus jeune que lui. C'était quoi, vainqueur oh, je sais plus, tu avais, deux, trois trucs où tu étais en avance sur lui, donc tu es largement sur la courbe pour aller taper des résultats qui seraient exceptionnels mais en même temps qui ne seraient pas si exceptionnels comparé à ce que tu fais depuis que tu as 16-17 ans en fait. Ça serait dans la logique Non, si tu veux. non, après, je trouve aussi, enfin, le fait aussi de m'être confronté à justement des Axelsen, des Shiuki, des Loki New, tu vois, je me rends compte aussi que les mecs sont pas tant injouables que ça, tu vois, ils sont pas du tout, il y a tellement de choses à faire contre eux, il y a tellement de différentes tactiques qui les mettent un peu dans des positions où ils sont pas à l'aise, où ils vont faire beaucoup plus de fautes, où ils vont donner beaucoup plus de points. Et franchement aussi de s'en rendre compte, tu sais, ça apporte un peu, tu te dis, bah, en fait, des fois, j'arrive limite à gagner le match ou alors je le perds très serré. Mais quand tu regardes à l'analyse, putain, tu te dis, bon, bah là, j'ai un peu merdé. Là, tactiquement, c'était pas top. Là, j'aurais pu faire mieux ça. Comme tu l'as dit, et même moi, je le ressens. Techniquement, je suis pas encore le meilleur du tout. Il y a plein de choses dans mon jeu à encore améliorer. Donc, c'est un peu que du positif et de aussi se dire, tu peux battre les meilleurs et en même temps, tu peux améliorer ton jeu, quoi. Ouais, Il y tu as une marge de a, genre, progression encore ouais, assez grande ouais, sur certains aspects parce que c'est vrai que côté mental, moi je vois pas trop comment tu peux faire pour être meilleur que ça. Physique, c'est monstrueux aussi. Il reste les deux, tactique et technique, et ça c'est hyper intéressant parce que tactique, ça peut vraiment, enfin tu peux vraiment t'amuser. C'est un jeu d'échecs tout le temps, donc tu peux vraiment t'amuser à faire plein de choix différents. ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, je conseille énormément, en fait, tous mes élèves, tous les membres de Badminton Revolution, tous les élèves que j'ai en séance individuelle ou autre, ou en stage, de toujours faire des choix sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que tu vois, quand je parlais avec les Popov, eux, c'était pas trop dans leur style de jeu. Moi, je sais que je faisais énormément de choix. Pas des anticipations, mais des choix. C'est-à-dire que je préparais mentalement à ce que le joueur il joue là, là ou là, et je laissais tomber en gros un côté. Est-ce que toi, tu es plus dans cette façon de penser ou tu te dis non, je fais pas trop de choix, j'attends de voir et j'attends une erreur de trajectoire et puis je rentre dedans quand j'ai l'erreur? Moi, je dirais que ouais, je suis plus, et même avec Estus, on a bossé plus sur ouais, prendre des grosses décisions et vraiment d'être. Et même des fois, en fait, c'est plus de mentalement, comme tu l'as dit, d'être prêt pour le coup adverse, tu vois. Tu montres pas avec le corps que tu fais un choix, c'est plus mentalement, tu fais ton choix et tu prépares un peu tous tes muscles, tout ce que tu as, même la vitesse que tu emmagasines pour partir dans cette direction si c'est le bon choix. Et on a vachement bossé là-dessus. Il y a aussi le fait justement de des fois, tu fais pas de choix. Tu vois, comme justement de tout ce jeu un peu in between, Entre jeux, ouais, ouais. euh, centre du terrain aussi, où des fois tu dis à l'autre, bah alors tu fais quoi? Genre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, et t'attends. Et ok, peut-être il va te faire deux fois un coup, mais tu vois, tu chopes un peu un pattern aussi. C'est un peu de l'investissement où tu te dis, euh, je chope des infos, mais peut-être qu'elle reviendra pas, ou peut-être qu'elle reviendra dans 10 points après. Et donc, tu es prêt 10 points après, tu vas tenter un petit piège, tu vas lui dire, OK, je joue au milieu. Et là, par contre, cette fois-ci, tu vas partir. Alors que 10 points avant, 5 points avant, tu n'étais pas parti. Et c'est ce jeu constant aussi, un peu, où tu joues avec l'autre, tu essaies de remarquer un peu ses patterns. Je trouve ça vraiment super intéressant, tu vois, et je trouve ça vraiment clé dans un match, dans le sens où, à force de le faire, tu deviens limite un peu un master de ça, tu vois, tu viens vraiment. Il y a aussi ce côté analyse où tu progresses de plus en plus. Et en un clin d'œil, tu vois les habitudes de ton adversaire, même que ce soit sur des mecs du World Tour. Normalement, tu te dis, les mecs, ils sont censés tout le temps varier. C'est ce que je me disais aussi, hein. Mais finalement, ils ont tous un peu leur pattern à eux. Ils ont tous leurs habitudes. Ils ont tous euh, leurs coups où ils vont être super forts là-dedans, leurs coups où ils sont un peu moins forts. Et donc, tu joues autour de ça. Tu joues vraiment.
c'est pas que tu joues avec eux, mais un peu quand même, quoi. C'est un peu un jeu un peu constant. Et franchement, quand, par exemple, j'ai joué Loki New, même moi, j'ai ressenti que lui, il essayait de faire la même chose avec moi. Tu vois, les mecs, plus tu montes en niveau, plus ils sont intelligents aussi et ils arrivent à changer et à aussi, moi, montrer mes propres habitudes, tu vois. Ils Ouais, veulent bien que sûr. moi, je leur montre, tu vois. Donc, il y a aussi ce jeu entre nous deux où vraiment tu sens que c'est un 1v1 de mecs intelligents sur le terrain et c'est vraiment super intéressant, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce que aussi, hein, j'en profite pour tous les membres qui sont là, donc pour tous les nouveaux aussi qui sont arrivés. Hein, c'est le cercle privé du mois de novembre, même si on le fait au mois d'octobre, parce qu'Alex, la semaine prochaine, a des partiels ou des examens, et ensuite tu pars au Ouais, Japon. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il nous fait l'honneur d'être avec nous là, fin octobre. Mais, euh, mais ce qu'il vient de dire là, c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce que j'enseigne moi à travers tout mon programme, toutes les séances individuelles. C'est toujours, alors le côté physique, c'est intéressant, c'est sympa le badminton, on se dépense, c'est cool. Le côté technique, c'est super sympa aussi. Quand on a une belle technique, c'est propre, le volant part bien, c'est sympa. Mais quand on commence à comprendre la tactique et à jouer avec son adversaire avec ça, mais ça devient un autre sport qui est 2 fois plus intéressant, voire 10 fois plus intéressant. Et là, je te rejoins complètement là-dessus, Alex. C'est que ça t'ouvre un, je sais pas, ça t'ouvre tout sur l'intelligence de jeu et en plus, tu peux faire des parallèles avec la vie de tous les jours quand tu es sur le terrain. Et moi, Ouais, ou même avec d'autres sports, en fait, j'aimais beaucoup moi regarder d'autres sports pour voir un petit peu les patterns aussi que eux ils faisaient, parce que c'est toujours un jeu du chat et de la souris entre les deux. Et plus tu montes en ouais, niveau, comme tu dis, plus ça devient fin entre guillemets. Les choix qui sont faits, quand tu disais le in between tout à l'heure, donc le jeu au centre, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que par exemple au centre, on sait très bien quand on est sur le terrain que l'autre il va pas pouvoir nous faire très mal parce qu'on n'a pas ouvert d'angle. Et donc, généralement, quand on joue au centre, c'est soit on se cherche, on attend que l'autre il fasse une ouverture. Donc une ouverture, ça veut dire qu'il va aller chercher un angle sur un côté pour que nous, derrière, on puisse s'engouffrer et aller chercher soit un spin bande ligne, soit un gros lob croisé tendu, soit un gros lob droit tendu. Et c'est ça qu'on attend en fait quand on vient chercher le centre. Et c'est là où on voit si l'autre il est patient ou pas. Est-ce qu'il va rejouer au centre? Est-ce qu'il va faire un coup avec de la consistance? Est-ce qu'il va les régulier dans sa technique pour que le coup il passe bien tout le temps au même endroit, proche de la bande? Et donc on va tester ça chez l'adversaire. Et comme tu dis, c'est ça, quand on commence à jouer avec ça, ça devient hyper sympa le badminton. Encore plus que juste le côté fun, explosif, etc. c'est marrant parce que tu vois, après, ça devient un peu un réflexe ou même tu peux le mettre, bon, c'est un peu débile, mais tu le mets un peu dans ta vie personnelle aussi, où tu sais, tu croises quelqu'un et tout de suite, j'ai le réflexe un peu d'analyser son comportement, genre pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, et genre limite, bon, ça devient un peu, tu vois, du mentalisme, mais tu es un peu dans ce délire-là, un peu où tu prends le réflexe d'analyser un peu tout ce qui se passe autour de toi, et donc tu deviens un genre de plus en plus alerte et vraiment, même après, bon, là c'est un peu plus global, mais tu vois, dans des décisions de carrière, de est-ce que je vais prendre ce chemin-là ou ce chemin-là, bah je trouve que tu deviens beaucoup plus attentif, tu vois beaucoup plus les red flags, tu vois beaucoup plus là où faut pas aller. En fait, le fait d'analyser aussi, que ce soit sur le terrain ou en dehors, ça te permet aussi vraiment de prendre, de maximiser tes chances de réussite dans le choix que tu vas faire, tu vois. Mhm. Ouais, mais en gros, tu vois, c'est des études de psychologie qu'on fait sur le terrain, en direct. Ouais, plus ou moins, ouais, c'est ça. C'est de la psychologie, ouais. Tu vois, j'ai des membres, là, ils sont à peu près un peu plus de 50 aujourd'hui dans Badminton Révolution, donc en ligne. Et il y en a d'autres après qui font des stages, d'autres des suivis en ligne où j'analyse enfin, je leur donne des exercices, ils m'envoient les vidéos, je les corrige, etc. Ça, c'est un suivi qui va sortir là dans quelques jours. Et il y a les stages après, individuels. Euh, j'ai de tout type de joueurs, sauf des joueurs de haut niveau. Pour l'instant, j'ai pas de joueurs de haut niveau, mais en gros, Ok. après, j'ai tous les classements jusqu'à N, on va dire, N3. Qu'est-ce que tu conseillerais en, en premier lieu, on va dire, à tous ces joueurs de badminton qui rêvent de progresser et ouais, qu'est-ce que tu leur conseillerais en tant que champion, en tant que top 15 mondial aujourd'hui? Pas Ouais, facile je comme sais. question parce que j'ai tellement de points où je me dis, ok. Mais bon, déjà, un point fondamental, si tu as envie de progresser, c'est déjà de trouver de l'amusement. Vraiment, honnêtement, de tout ce qui est le plaisir dans ce que tu fais.
que ce soit dans le bad, mais dans n'importe quelle discipline, si tu t'amuses pas, quand tu joues, quand tu progresses, quand on te donne un conseil tactique, s'il n'y a pas un peu de fun, un peu d'amusement, ça marchera pas ou alors ça marchera beaucoup moins vite. Hmm. Ensuite, un deuxième point qu'on peut peut-être élaborer, c'est vraiment un peu, je pense, un peu les étapes de construction de l'entraînement qui sont quand même, pour moi, assez importantes, dans le sens où tu pars d'une idée, d'un coup que tu veux faire, tu le travailles en technique, puis ensuite, tu apprends à le faire dans différentes positions, de différentes façons de le faire. Puis ensuite, tu passes à un peu plus de l'intensité pour vraiment te mettre sous stress, te mettre dans des conditions où t'es pas favorable, où tu sais pas où le volant va aller. Et ensuite, t'élargis encore plus jusqu'à justement des séances de match où là, vraiment, tu sens que ton focus, ça va être ça. C'est marrant ce que tu es en train de dire Et parce que c'est exactement le PDF que j'avais fait, que j'avais donné gratuitement, où j'énonçais les étapes d'apprentissage d'un coup technique, tu vois. Et c'est exactement ce que tu ouais, dis. Tu as plein mais d'étapes. même Moi, nous, ouais, même nous à l'INSEP, honnêtement, par exemple, faire un slice, mais tu vois, quand on dit un slice, ça prend dans sa globalité un peu tous les slices. Mais nous comme ça, on est sur du haut niveau, tu vois, on va prendre un slice un peu plus rapide ou alors slice un peu plus lent et qu'est-ce que tu attends en retour? Tu vois, ce genre de coup et vraiment de réussir à doser la vitesse de son slice. Nous, c'est sur ça qu'on va jouer. Quelqu'un de plus débutant, tu vas juste lui dire, fais ce slice de cette façon-là. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait à l'INSEP, justement, c'est de partir sur de la technique directement. Ça peut être en début de séance, ça peut être après, à la fin de la séance, mais de partir sur ça. Ensuite, on ouvre justement plus sur du 2 contre 1, sur du travail un peu, limite pas forcément 2 contre 1 tout terrain, mais tu vois, si c'est un coup du fond de cours, un 2 contre 1 sans l'avant et tu mets le focus justement sur l'arrière. Et ensuite, tu ouvres plus sur des situations de t'es neutre, plutôt neutre, dans un jeu neutre. Et une fois que tu arrives à déclencher ou tu arrives à changer de rythme avec ce coup, ou si c'est un slice par exemple, tu passes par exemple sur du 1v1, ce genre de choses, mais vraiment d'avoir sur une séance ce focus-là aussi, d'être focus sur ça, mais en même temps, faut pas oublier à côté, tu vois, le fait d'être consistant, de vraiment que le point est dur, parce que c'est aussi important, c'est un facteur important. Si tu fais la faute au bout de 2 coups, ça va pas le faire, tu vois. Mais ouais, vraiment de garder cette consistance. Et en plus, pour moi, ta consistance, c'est ta base. Et après, tu montes en grade un peu, où tu vas sur ton focus technique, justement, ce slice. Et après, à force de le faire, évidemment, si tu l'as bossé en technique et tu montes à chaque fois, normalement, les progrès sont censés arriver, normalement. Normalement, ils arrivent très vite. Oui, si tu, en Ils fait, tu arrivent vois, plus moi, ou moins vite, ouais. c'est ce que j'aime beaucoup enseigner, c'est plutôt les fondamentaux, c'est-à-dire les choses vraiment de base, les fondations d'un bon joueur de Ouais, badminton, d'un joueur correct de badminton, on va dire. C'est le déplacement, c'est savoir bien se déplacer, c'est savoir comment se déplacer à quel moment, en fait, dans quelles conditions. Et ensuite, les gestes techniques, donc la biomécanique technique de gestes qu'on va effectuer régulièrement, des coups droits, des revers. Et ensuite, ouais. moi, je propose des choses, c'est des suggestions après que je fais sur le détail. Tu vois, comme tu parles d'un slice plus ou moins rapide, tout ça, ça va être du détail technique que ça Ouais, va je être à pense que ça, toi c'est. de, Faut de, le de- voir après, ça. Une fois, Exactement. faut avoir d'abord les fondamentaux avant de justement aller se pencher sur la vitesse de son slice, ton intention après ce slice. Ouais, que ça peut être pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu attends comme réponse de ton adversaire. Je pense que ça, c'est une fois que tu as vraiment ta base et une fois que t'es plus ou moins carré, je veux dire, dans justement, comme tu as dit, se déplacer, savoir faire les coups sans faute aussi, quoi. Ouais, c'est un minimum de niveau en fait. Tu dois avoir un minimum de Ouais. niveau avant déjà de te dire, bon ok, je fais ce coup, pourquoi derrière, comment je vais enchaîner ça, mettre ça dans un enchaînement, etc. Ok, bon, moi les autres questions, elles sont pas forcément hyper relevant comme on dit en anglais, et j'aimerais plutôt Ouais. laisser les membres te poser des questions s'ils en ont. Parce que j'ai pas envie de te garder plus longtemps qu'une heure. C'est déjà hyper sympa ce que tu fais là en partageant ton expérience, parce que c'est ça aussi.
ça passe par ça, tu vois. Le programme, moi, j'ai créé ça pour que le plus de monde possible dans le badminton français puisse accéder à quelque chose que moi, ça a changé ma carrière, tu vois. Tout ce que je partage, c'est ce que j'ai beaucoup appris avec mon mentor Bertrand et ce que j'ai travaillé aussi pendant toute ma carrière, ce que j'ai pu apprendre avec quelques entraîneurs à droite à gauche à l'international, les compétitions, le côté mental. Je vais tout de suite ouvrir les questions aux membres. Alors, tu as parlé de fait que même les tops mondiaux comme Shiyuki ont des faiblesses, des habitudes et des tactiques qui fonctionnent très bien contre eux. Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret de ce qui a bien marché contre eux? Si par exemple je prends l'exemple d'un Axelsen, je partirai sur Shiuki après, mais par exemple un Axelsen, c'est un joueur plutôt attaquant qui va faire très mal en attaque. Donc moi par exemple ce que j'avais privilégié, c'est vraiment de descendre les volants, de vraiment, même si en fait je vais courir plus que lui parce que évidemment descendre les volants tout le temps, ça insinue que moi je vais jouer essentiellement dans la zone avant, dans la zone mi-court. Donc en fait, c'est comme si je lui ai enlevé le fond de cours. Donc lui, forcément, il bouge plus beaucoup. Et de jouer autour de ça, de vraiment faire descendre les volants et une fois de temps en temps, aller le chercher au fond. Et lui, il va avoir un peu ce sentiment de putain, je suis obligé de lever tout le temps. Je suis obligé vraiment de rester en défense, ce qu'il sait faire. Mais il aime bien attaquer, en fait. C'est aussi ça son truc. Et en fait, le moment où toi, tu vas lui donner cette occasion d'attaquer, bah, faut être prêt sur la défense. Et c'est là où, justement, nous, à notre niveau, on voit, c'est que lui, il va forcer plus son attaque. Dès qu'il va avoir une position pour attaquer, il va la prendre. Alors que si je lui en donne, allez, 10, peut-être 7 fois sur 10, il va me faire un slice, il va me faire une variation. Alors que là, si je lui donne 2 fois, sur les 2 fois, je suis presque sûr qu'il va me faire un smash, un stick, quelque chose. Et là, je vais pouvoir contrer. Lui, peut-être qu'il va faire une faute. Il va être moins patient que si je lui donne 10 fois le coup. Mais ça a aussi un coût énergétique. Physiquement, ça me demande aussi beaucoup à moi, même plus qu'à lui, tu vois. Ah mais c'est exceptionnel ce que tu dis parce qu'en fait c'est exactement ce que je disais à tous mes membres quand en plus j'avais fait une analyse l'année dernière, j'avais voulu la poster sur YouTube, la mettre gratuite mais finalement elle est que pour l'instant pour les membres du programme. J'avais analysé Axelsen contre Pranoy au championnat du monde je crois en 2023 quand Pranoy le bat. Ouais, et en fait pour moi la tactique contre Axelsen en plus c'est hyper simple, c'est tout descendre. Il n'y a aucun volant levé quasiment. Et le seul volant que tu vas lever, c'est exactement ce que tu dis. C'est que le mec, il a tellement pas eu de volant et il adore tellement ça, normalement être au fond et envoyer des sticks, des variations, que là, il y en a un, il va voir rouge et il va vouloir taper parce que c'est le seul volant que tu lui donnes. Donc oui, comme tu dis, c'est beaucoup plus physique de jouer comme ça parce que c'est toi qui fais l'effort de courir, d'avoir toujours une qualité de volant pour que le volant n'est pas proche de la bande et qu'il ne puisse pas attaquer. Mais pour moi, c'est le seul moyen de le battre, ce gars-là. Si tu lèves, tu n'as aucune chance de le battre. De toute façon, c'est pas compliqué. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont battu. Et ceux qui l'ont battu les dernières fois, c'est parce qu'ils descendaient tous les volants. Quasiment tous les volants. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, en ce moment, c'est la tactique contre lui qui marche. Ouais, c'est ça. Après, c'est une tactique qui fonctionne contre beaucoup de monde. Après, elle est un peu plus physique. Ça, c'est sûr. Mais il y en a quand même qui sont très solides et qui, justement, même quand tu leur donnes 2, 3 occasions, ils arrivent quand même à, bon, soit planter, soit à rester patient. Et donc là, en fait, tu as juste l'impression que, justement, c'est super frustrant. Si le mec t'attend à qu'il tape, mais en fait, il est assez intelligent pour justement pas le faire et pas rentrer dans ton jeu. Là, en fait, tu as juste l'impression de courir un peu comme un con et de te faire contrôler et de, Ouais, tu penses pas qu'à un moment, quand même, à force de mettre la pression, en faisant de la variation d'attaque, tu vas leur faire commettre une erreur de trajectoire. Et là, toi, en plus, c'est là où je trouve que tu as une vraie différence par rapport à certains joueurs. C'est que tu as une vraie capacité d'accélération et de puissance que d'autres joueurs n'ont pas. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais en fait, tu as cette capacité où tu es en défense, tu rames, où tu contrôles l'attaque, tu varies. Et tu attends un moment, même si ça fait 35 secondes que tu joues le point, donc c'est déjà long, tu es capable de mettre un coup de cuisse et de mettre une patate que peu de personnes peuvent mettre.
Et donc, tu es capable de faire la différence. Alors que si tu n'es pas capable de faire un gros changement de rythme comme ça, comme tu dis, après là, il te trimballe et là, tu souffres. Ouais, là, je suis complètement d'accord sur le fait que pour faire cette tactique, faut qu'il y ait des changements de rythme obligatoirement. Et que justement, si tu es toujours sur le même rythme, à essayer, toi, de contrôler, descendre les volants, et vraiment, tu y vas tout le temps, tu fais tes plus belles variations, mais tu es toujours sur le même rythme. Donc, en fait, tu as juste l'impression, justement, d'avoir fait 35, 40 secondes, où en fait, tu as juste couru, tu vois. Et Ouais. si tu es incapable, c'est aussi, oui, ma force, c'est que même quand justement tu commences à fatiguer et que tu sens que l'autre, il est un peu plus fatigué, bah, c'est vraiment le moment parfait, tu vois, pour mettre ton changement de rythme. Et ça arrive où des fois, justement, ça marche pas, tu vois, changement de rythme. Donc après, tu repasses sur un jeu neutre, tu repasses sur un jeu plutôt 50-50, 70, 60, 40% pour toi. Et après, t'attends ton heure, quoi. T'attends le moment. Ça t'attend Mais les si t'es pas relais. capable de le mettre, c'est compliqué, ouais. Ouais, complètement d'accord. Euh, une autre question, alors attends. Bon, je pense que je sais ce que tu vas répondre, mais en gros, est-ce que la raquette pour toi c'est important et le cordage? C'est évidemment important. Enfin, ça fait partie du sport. Honnêtement, ça fait partie du sport et même moi personnellement, j'ai essayé plein de raquettes. Mon père, justement, comme il est dans la voile, c'est un sport qui est essentiellement sur le matériel et dans le bad, c'est la même chose. Après, ça demande un coût. Honnêtement aussi, quand on est débutant ou même joueur moyen, la raquette, c'est pas forcément le truc le plus important. Il y a tous les fondamentaux avant, mais ça joue quand même un rôle majeur dans notre sport aussi. C'est que même moi, là, si je change de raquette et que je prends, par exemple, une Astrox 100 ZZ, je vais jouer, mais beaucoup moins bien, tu vois, pour mon style de jeu. Et même moi, mon ressenti, c'est qu'elle est trop rigide, c'est que c'est trop dur pour moi de la manier. Ça va changer tout mon jeu. Après, ouais, c'est vraiment essentiel. Et même le cordage, il y en a qui sont plus réactifs, il y en a qui cassent plus vite aussi. Donc, ça, faut le prendre en compte. C'est aussi un budget. Et puis, c'est évidemment très important. La raquette avec laquelle tu te sens le mieux, c'est celle qu'il faut prendre. J'ai l'exemple un peu con, c'est que moi, quand j'étais petit, j'ai joué une partie des années avec, c'était une Astrox 7, il me semble, ou 9. C'est des raquettes qui sont considérées comme prototypes de la 99 et qui étaient sur le marché comme des raquettes un peu amateurs, un peu des raquettes qui n'étaient pas à 200 euros par exemple, qui étaient à 100, 120. Et tout le monde me disait, mais ta raquette, c'est une raquette, personne ne joue avec, elle est super légère, c'est un truc un peu bizarre. Et pourtant, j'avais un titre de champion d'Europe junior avec, tu vois, et j'avais réussi à me débrouiller avec parce que à ce moment-là de ma carrière, c'était la raquette qui me plaisait le plus et avec laquelle je me sentais le plus performant. Ouais. Ouais, donc complètement, c'est en gros, faites des tests. Je résume un peu ce que tu dis, hein, mais faites des tests, testez des raquettes, testez des cordages. Parce que le problème du bad, c'est qu'en plus, on doit mettre un cordage sur la raquette. Donc des fois, avec une raquette et un cordage, ça va pas être bon. Et puis avec un autre cordage, ça va le faire. C'est ça. Et une Et c'est autre ça qui est raquette avec le. intéressant aussi. Ouais, mais ça fait des milliers de choix. Il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois quel type de raquette tu conseilles et quel type de cordage. Je fais, mais je peux pas vous conseiller, c'est à vous de tester en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, j'adore les raquettes lourdes. Tu vois, toi, t'aimes pas les raquettes lourdes. Moi, j'adore la lourdeur en tête. Toi, c'est pas ça. Chacun a son style, chacun a son feeling avec la raquette, hein. Ouais, Mais là où je te rejoins t'as complètement, c'est tellement raison. qu'il y a un niveau où tu t'en fous de la raquette. Tant Ouais, que, pour moi, je ne sais pas quelle est la limite de niveau, mais il faut d'abord maîtriser des fondamentaux avant de se préoccuper de la raquette, hein. Là, aujourd'hui, ouais, je joue ouais. avec une Decathlon, j'ai un niveau de N1 encore facile, hein. Je battais Ouais, mon sparring à totalement. l'époque avec ma raquette de squash, hein. Donc, la raquette, c'est plus secondaire. C'est juste quand on arrive à vraiment à du haut niveau ou qu'on se sent vraiment bien avec une raquette, là ça devient intéressant. Alors, à quoi ressemble une semaine d'entraînement typique pour toi? Souvent, mes journées se résument. Je vais prendre par exemple lundi, ça fait souvent de 8h30 ou alors de 9h jusqu'à 9h30, c'est mobilité. Je fais de la mobilité, de la prévention aussi.
Ensuite, justement, 9h30 jusqu'à, je dirais souvent midi, quelque chose comme ça, midi, midi et demi, on a notre entraînement bad. Ça peut être du 1 contre 1, du 2v1, ça peut être un peu de tout. Franchement, il y a un peu de tout. Ensuite, on a eu une musculation, mais là, ça dépend aussi. Ça peut être soit haut du corps, ça peut être juste abdos, ça peut être une muscu stressante. Ça, c'est l'après-midi, hein, tu parles. Là, t'as mangé et tu t'es reposé un petit peu avant. Là, je suis encore. Non, non, je suis encore sur le matin. Là. Ah, t'es encore sur le matin, t'enchaînes après l'entraînement de bad, muscu direct. Par exemple, ça va faire de midi. On s'arrête à midi et demi le bad et de midi ou alors midi et ça jusqu'à 13h, 13h30 muscu. Par Ok. exemple, là, c'est exactement ce que j'ai fait où on a fait bad jusqu'à 11h30 midi et après à midi jusqu'à 13h, j'ai fait muscu. Ok. Ok. Ensuite, l'après-midi, c'est soit on a deux fois ça par semaine. L'après-midi, c'est soit une grosse session physique, ce qu'on appelle un HIIT, nous. Que ça peut être sur vélo, ça peut être multivolant, ou alors une session un peu plus pliométrie, ce genre de choses. Mais souvent, c'est un peu à côté. Et après, on a nos soins, ça peut être à 19h jusqu'à 20h, quelque chose comme ça. Et ça, tous les jours de la semaine. Et on a ça, et du coup, on a muscu tous les jours, suivant notre programme, suivant comment on se sent aussi. Nous, ils adaptent, est-ce qu'on va faire une muscu vraiment stressante ou alors est-ce qu'on va faire une muscu dédiée un peu plus sur de la prévention, sur comment on se sent. Si on est extrêmement fatigué, on va pas faire une muscu de bourrin non plus, donc ça dépend. Hmm. Mais on a au moins muscu tous les jours après la séance souvent. Et du coup, c'est une séance de bad par jour alors. Ouais. Ok. Tous les matins, séance de bad, mais pas l'après-midi, jamais. On a bad l'après-midi justement aussi, mais c'est soit on a deux fois par semaine un hit Ouais. et le reste du temps ça peut être du un contre 1. Souvent la séance du matin elle est quand même très intensive et celle de l'après-midi où ça va être du 2 contre 1 mais plus technique, tactique. Tu vois Ouais. où on va arriver, on va dire les deux peuvent jouer tout le terrain sans l'arrière, tu vois. Donc on réduit un peu plus le terrain et on axe plus notre de contrat, même s'il y a toujours une intensité, mais le focus il est plus tactique et technique ou Ouais, t'enlèves des zones, ouais. ouais, comme on enlève des zones, on est plus focus sur ça. Ok. Ouais, c'est exactement ce que j'adorais moi aux entraînements, c'était les jeux techniques, tactiques comme ça là où tu enlèves les zones. Et c'est ce que je conseille aussi à beaucoup à tous les membres et tous les élèves que j'ai à chaque fois. C'est bien de faire du simple, mais si vous voulez progresser en simple, faut d'abord être un super joueur en enlevant des zones. Parce que plus tu enlèves des zones, moins le physique compte. Et donc, tu joues beaucoup plus en tactique et technique. Et après, le physique, c'est beaucoup plus facile à travailler que tactique, technique. Donc, ouais, super intéressant. Donc, ça fait des Après, moi, grosses. personnellement, c'est aussi, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas forcément des exos que toi t'as dit que t'aimais ça, alors que moi, c'est pas forcément vrai, tu vois. Quand on enlève des zones, j'ai l'impression justement d'être un peu plus restreint, de pouvoir moins m'exprimer. Et donc, c'est des trucs des fois qui sont frustrants pour moi, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais après, tu as 19 ans. Hein. Moi, j'ai commencé à faire ces jeux. Ouais, si, j'ai commencé vers 19 ans. Tu vois, avant, je les faisais pas non plus. En pôle espoir et l'INSEP, on faisait pas ça. Mais avec Bertrand, c'est lui qui a commencé à mettre ça avec moi. Et au début, j'aimais pas ça parce que je me faisais défoncer. En plus, j'étais nul à chier techniquement, tactiquement. Et donc, j'aimais pas ça du tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, je suis devenu un expert dans ces jeux-là. Et évidemment, bah, plus tu es bon, plus tu prends du plaisir. Et du coup, après, sur grand terrain, bah, je prenais aussi beaucoup plus de plaisir derrière. Mais c'est un tout. Moi, il y a un peu le côté où, je sais pas, c'est bizarre, je suis pas vraiment dans le même cas que toi, c'est que je pense que je suis quand même très bon dans ces exercices. J'arrive très bien à m'adapter et quand il y a des zones en moins, j'arrive vraiment à être bon. Mais c'est vraiment ce fait de vraiment, on me restreint une partie du terrain, on me restreint un coup et je peux pas m'en servir. Et c'est vraiment ce côté frustrant, même si
bah, j'estime qu'aujourd'hui, je suis quand même vraiment par exemple à l'INSEP, un des meilleurs sur un exo sans l'avant, sans l'arrière, tu vois, ou juste sans l'arrière, où là, je me considère quand même très bon là-dedans, mais je préfère quand même jouer grand terrain, quoi. C'est juste un peu ma nature aussi. De toute façon, tu es obligé d'être très bon là-dedans, hein. Pour être top 15 mondial, c'est Ouais, sûr ouais, que tu le ouais, c'est maîtrises. obligé. Ouais, c'est clair. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, j'ai l'impression que vous avez un petit désavantage avec Kestutis, c'est que vu qu'il parle anglais, il y a en permanence le micro sur lui aux pauses. Est-ce que tu penses que ça peut être gênant stratégiquement pour vous dans le futur car les adversaires peuvent gratter quelques infos? Donc c'est pas par rapport à la langue, Euh, si je comprends bien la question, c'est par rapport aux informations que les adversaires peuvent avoir. Par ouais. rapport au micro, ouais. Ouais, après, enfin, je sais pas pour toi, mais on n'est pas encore sur un sport où il y a les mecs qui sont en train de parler au coach d'à côté Ouais. en écoutant la télé, hein. Mais c'est ce que je disais aux Jeux Olympiques notamment, c'est que c'est vrai que les coachs ont des. Alors on entendait très bien les coachs, tu vois, à la télé. Et si Ouais. tu as des personnes qui écoutent la télé et qui sont en lien avec une oreillette avec le coach en face, bah pour moi, ils peuvent très bien dire tout ce que le coach a dit, tu vois, à l'oreillette. Ouais, ouais, ça, ce serait abusé pour moi. Mais c'est pour ça que je crois, il me semble que c'est interdit les oreillettes pour tout le monde, que ce soit joueur ou entraîneur. Ah, ok, ok. D'accord, c'est pour ça. Il me semble dans les règles. J'ai pas, il me semble que c'est interdit parce que sinon ce serait justement comme tu l'as dit, ce serait trop, bah, trop abusé. Après, par exemple, Kestou, quand il parle avec moi, il y a des fois où moi volontairement ou lui volontairement, on se dit vas-y viens, on s'éloigne parce que lui Ouais. il parle fort, il parle en anglais et il parle très bien anglais. Donc suivant, si on joue des japonais, on s'en fout. Mais si on joue à un Lokinyu qui est singapourien, qui comprend, qui est bilingue en anglais, là va falloir qu'on s'éloigne, qu'on fasse gaffe. Après, si je peux rebondir sur le fait de, dans l'avenir, je pense que ça peut être un problème, mais en même temps, c'est un peu challengeant, tu vois. Donc, dans le sens où nous, on crée ce qu'on appelle une toolbox, tu vois, une boîte à outils, voilà, en français. Où justement, j'ai plein de tactiques dans mon jeu, je peux faire plein de choses, je peux faire plein de coups, et on les travaille à l'entraînement. Et le fait de, ok, peut-être que l'adversaire, il sait ce que je vais faire, la tactique que je vais faire, mais en fait, moi, je vais être constamment en train de changer, en fait. Et même moi, ça va être un challenge en plus de savoir que les mecs, ils savent que je vais les jouer comme ça, ou ils savent que je vais les jouer comme ça. Et moi, justement, mon objectif, ça va être de changer tactiquement et vraiment de retrouver ce jeu de, bah, d'échecs, quoi, où vraiment, tu lui fais un peu croire que il sait ce que tu vas faire. Hmm. Mais finalement, si tu as les coups techniques et tactiquement à l'entraînement, tu as bossé ça avant, tu es capable de changer toi-même dans le match et de te rendre compte que, ok, le gars est en train de s'habituer. Ouais, mais là, tout ce que tu dis, en gros, ça concerne l'adaptation. Et ça, c'est un mot que Ouais, je dis souvent aussi soit dans le programme, soit dans mes cours, c'est de s'adapter. Que ce soit adaptation technique, adaptation tactique par rapport à ton adversaire, mais complètement. c'est toujours adaptation physique aussi. Donc, si tu es mort, bah, tu vas essayer d'utiliser quelques petites techniques d'entrejeu. Tu vois, aller chercher la plume du Ouais, volant, la sueur, faire un petit tour de terrain, avoir une routine pour prendre du temps, etc. Si tu es habitué à être un peu fatigué, tout ça, ça fait de l'adaptation en fait. C'est hyper important. On va prendre une ou deux dernières questions et après on te laisse partir, Alex. Alors Charles, je crois que tu as perdu 2 fois contre Koki Watanabe alors que tu as déjà battu plus fort. Est-ce qu'il y a quelque chose chez ce joueur qui te dérange particulièrement? Je pense pas particulièrement. Je pense que, bah, en fait, si, c'est qu'il a un jeu qui est bizarrement qui ressemble quand même au mien dans le sens où lui, il met toujours une pression constante et il est beaucoup dans le contre aussi en fait. Et donc, ça fait que je joue. Bon, comme il a moins de puissance que moi, il n'a pas exactement le même jeu, mais dans son concept de jeu, c'est pas soit un gros attaquant, soit un gros défenseur, mais c'est plus, il est à contrer et vraiment faire bouger son adversaire tout le temps par des lobes très rapides, par des croisés très rapides, ce genre de choses. Donc, c'est un style de jeu qui, en apparence, ressemble un peu plus au mien, même si c'est pas exactement la même chose. Donc, c'est pas forcément le plus facile pour moi à affronter. Il y a aussi le fait que, par exemple, la dernière fois quand je l'ai affronté, j'étais pas dans des conditions
adéquate Minimum. pour performer. C'est pas vraiment une excuse, mais c'est comme ça que le tournoi se déroule, tu vois. Mais c'est plus, je suis pas arrivé frais non plus sur ce match. Lui, il avait joué un set de moins, il avait fini à 17 heures, quelque chose comme ça. Donc, il était aussi frais physiquement, il était bien. Sur ce match-là, par exemple, j'avais pas réussi à tenir physiquement. Et je pense que justement, contre Koki, euh, c'est un des joueurs où il faut avoir une base physique, en fait. Il faut vraiment physiquement être très bon parce que lui, il va pas forcément tenter des grosses matchs là où tu peux contrer, comme justement un Loki New, tu vois, qui des fois peut tenter un smash un peu désespéré, qui va faire la faute dessus, ou alors qui va faire un smash dans une mauvaise position et toi, tu peux contrer. Complètement. Je suis complètement Koki, d'accord c'est avec toi. pas vraiment ça. Les Koki, ça prend Japonais, son c'est des style de jeu. machines. Donc, il va te donner moins de points gratuits ou moins de points où tu te dis, j'ai, j'ai gagné le point, mais ça m'a pas coûté beaucoup d'énergie. Contre Koki, tous les points sont vraiment importants, tous les points sont physiquement durs, tout est dur, pas extrêmement dur, mais tout est dur, en fait. C'est plus le Hmm. style de jeu qui fait ça. Ok. Bon, merci. On va prendre juste les deux dernières questions. Alors, il y en a une qui est très simple et la dernière. Alors, salut à vous deux et merci pour tous les conseils. Quelle routine, exercice de base pour développer sa concentration sur l'analyse stratégique durant un match conseillerais-tu? Oula, attends, Attends, ouais, moi aussi, je vais la redis la répéter. question. Quelle routine, exercice de base pour développer sa concentration sur l'analyse stratégique durant un match conseillerais-tu? Ouais, j'ai deux, trois pistes. Et cette piste-là, elle vient de l'entraînement essentiellement. Pour moi, tu peux pas en tournoi, c'est un peu comme tout, mais tu peux pas en tournoi te dire je vais rester focus, je vais rester concentré et je vais être très bon en analyse si à l'entraînement tu l'as jamais fait. Si à l'entraînement tu t'es jamais forcé, on va dire sur une situation de 2 contre 1, à te forcer à dire ok, je joue là, mon adversaire, 9 fois sur 10, il me joue là-bas. Si t'as jamais pris l'automatisme à l'entraînement de te focaliser sur ça et de reconnaître ses patterns, en tournoi, ça marchera pas ou tu verras moins. Surtout qu'en tournoi, tu peux ajouter du stress, de l'enjeu en plus. Donc, tes qualités d'analyse, tu peux être sûr qu'elles seront à zéro. Si à l'entraînement, tu l'as pas fait, en tournoi, tu peux pas le sortir de ton chapeau. Complètement d'accord avec toi. Donc ouais, c'est C'est vraiment pour moi un travail à l'entraînement de focus constant, que ce soit sur toi-même, mais aussi sur qu'est-ce que l'adversaire il fait. Et quand je fais ce choix-là, après il y a des exos qui sont mis en place des fois justement où tu passes de 2 contre 1 à un contre 1, ou alors tu passes de côte-côte à un devant, un derrière, en suivant ce que les feeders font. Il y a ce genre d'exercice qui permet aussi de reconnaître et, et d'être plus fort dans l'analyse et dans ouais, la reconnaissance de tous ces patterns et de tous les coups un peu déclencheurs, entre guillemets. Ouais, soit en gros c'est forcé par les adversaires, soit c'est à toi de te forcer toi-même à te mettre Ouais, des objectifs stratégiques, hein. C'est ce que je répète aussi à chaque fois, c'est que on peut ouais, il y a les pas être deux. bon sur un tournoi comme tu dis ou sur un match, alors qu'à l'entraînement on fait que s'amuser, on veut que faire des coups sympas, on réfléchit pas Ouais, trop à ce qu'on fait sur le terrain, c'est pas possible. Et derrière d'être hyper focus en tournoi. Moi je prenais l'exemple hein, quand je m'entraînais pour j'avais joué Eric Pang un tournoi, je m'étais fait tordre, j'avais pris 10 et 10 et je le rejouais 3 semaines ou un mois après dans un autre tournoi. Et avec Bertrand, on n'avait que travaillé tactiquement sur la zone où je devais jouer. Je n'avais pas le droit de jouer sur son côté revers, c'est pas compliqué, je faisais que jouer sur le demi-terrain côté couloir. Je me suis entraîné pendant ouais, 3 semaines à faire que ça. Je suis arrivé, je lui ai mis 10 et 10 au tournoi d'après. Juste parce que c'était facile pour moi de ouais, garder la stratégie, de jouer que sur son coup droit. Et pareil, j'ai fait ça au centre, j'ai fait ça. Mais c'est sûr que j'avais besoin de le travailler à l'entraînement. Je ne pouvais pas arriver en match et le faire parce que c'est dur mentalement de se dire je dois jouer que à cet endroit-là. ouais, Donc il faut le travailler à l'entraînement. C'est exactement, je notais ça là, en même temps que tu parlais, c'est comme quand on parle du stress. Comment tu fais pour te mettre dans des situations de stress à l'entraînement.
Si tu t'es jamais mis dans des situations de stress à l'entraînement et que tu arrives en compétition et que tu as du stress, bah, tu n'y arriveras pas à le gérer. Donc, il faut te mettre dans des Ouais, conditions t'es de mort. stress. Comment tu fais pour te mettre dans des conditions de stress à l'entraînement? Tu peux très bien faire comme on faisait à l'INSEP à l'époque, je ne sais pas si vous le faites encore, mais rien que les petits jeux de départ, d'échauffement où tu mets un cul rouge si tu perds, bah, ça te met une position de stress. Au Ouais, Danemark, c'était parier de l'argent. Ça peut être autre chose, ça peut être payer un dîner ou quoi que ce soit. Mais il faut se mettre dans des situations à l'entraînement que vous allez retrouver en compétition et qui vous dérangent. Sinon, ça, c'est pas par magie qu'on va y arriver. ouais, ou rien que justement quand tu parlais des exercices où tu restreins une zone, Exactement. ça te met directement en stress, tu vois, sans forcément genre parier un truc, faire quelque chose, mais rien que ces exercices, tu t'enlèves la zone arrière, mais là tu ressens direct la pression de ton adversaire qui avance dans le terrain, qui vraiment a envie de prendre le filet, et cette pression-là, ça va être la même en tournoi, tu vois. Donc il y a aussi Complètement. ces petits exercices, quoi. Ouais, complètement. Et en plus, vous voyez, la semaine dernière, il y avait mon beau-frère qui était ici, qui était un ancien top 30 mondial de simple homme aussi, un Indonésien. Et on est allé se faire un bad un jour. Et lui, il est un peu plus âgé que moi, donc il joue un peu moins. Et donc, on cherchait un exercice pour qu'on puisse tous les deux s'amuser. Et en fait, si on faisait grand Ouais, terrain, ben, on ne s'amusait pas parce que je marquais trop facilement les points. Si on faisait du 100 devant 100 derrière, c'était trop grand pour lui aussi. Donc à un moment, on s'est dit, OK, moi, j'ai le droit de jouer tout le terrain, mais lui, il n'a pas le droit de jouer dans la zone avant. Donc il avait le droit de jouer dans la zone arrière et zone du milieu. Et moi, j'avais le droit de ouais, jouer que sur son demi-terrain, sans les couloirs. ouais, Donc là, ça a donné des points de malade parce que j'arrivais à remettre tout et lui aussi. Et du coup, on s'est séché comme ça, mais au moins, tactiquement, tu es obligé de travailler tactiquement, techniquement et en concentration. Et vous pouvez le travailler du coup avec des joueurs moins forts ou plus forts que vous. C'est vraiment au choix. Il n'y a pas besoin d'avoir le même niveau de jeu en fait. C'est ça que je veux vous dire. ouais, ouais, c'est ça. Et pour un débutant, se restreindre de faire un coup, alors que tu contrôles pas forcément tout ce que tu fais, c'est un des meilleurs exercices, quoi. C'est vraiment de devoir jouer dans une zone tout le temps. Ça bosse ta concentration, ton stress, parce que imaginons, tu mets une limite, ok, jouer 10 fois dans cette zone. Quand tu arrives à 8, 9, 10, mais t'as la crotte au cul, quoi. T'es en train de enfin, c'est super dur, et t'es en position de stress, justement. Donc, il y a aussi, ouais, ces exercices-là où vraiment ça bosse un peu tout, quoi. Ouais, complètement. Donc on parle beaucoup des zones depuis tout à l'heure, mais il y a aussi le fait qu'on n'en a pas parlé, mais on peut très bien s'interdire des coups aussi. On peut s'interdire des Ouais, smatchs à plein pot, on peut s'interdire des lobes qui sont très hauts, on peut s'interdire des lobes tendus, on peut s'interdire des drives, on peut s'interdire plein de choses en fait. Et ça amène du stress parce que, ah bah mince, j'ai que le complètement. droit de faire des slices. J'ai pas le droit de taper, j'ai pas le droit de faire de dégagement, j'ai que le droit de descendre le volant en slice par exemple quand je suis au fond. Et tout ça, ça va vous amener dans des périodes de stress et comment dire, de concentration. Travaillez votre concentration. Ok, super. Il y a beaucoup de conseils qui ont été partagés. La dernière question, c'était la tension pour Brice et Alex. Alors, moi, personnellement, André, je crois que j'étais à 16 kilos. J'étais Ah ouais. monté 16, ouais, 16, je crois, au plus haut. Et sinon, à la fin de ma carrière, je devais être à 15 et demi. Moi, Toi, je suis à 13 et demi, moi. t'es à 13 et demi, toi? Waouh. Ouais. Oh, le boucher. Je suis à 13 et demi. Et t'as essayé de monter un peu ou pas? J'ai essayé, ouais, j'ai essayé et je suis pas à l'aise avec, dans le sens où j'ai besoin de sentir, bon après moi c'est un peu un toucher particulier, mais vraiment de sentir que le volant part de la raquette et reste, c'est une fraction de seconde, mais il reste dans la raquette Dans avant le de monter. cordage, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que quand je monte en tension, j'ai l'impression que le volant il fait bam bam, tu vois. Genre il part et il est trop réactif pour moi et du coup j'en perds bizarrement, je perds du contrôle, tu vois. Alors souvent, quand on monte en tension, Ah ouais. normalement, on est censé gagner en toucher. Et, ben moi, bizarrement, j'en perds parce que j'ai l'impression de sentir beaucoup moins le volant. Ouais, j'ai l'impression qu'il reste pas dans ma raquette en fait. Donc une fois qu'il est parti, je peux rien en faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Ouais, c'est intéressant. Moi, tu vois, j'avais besoin de monter fort pour justement avoir la réactivité la plus grande pour être le Ouais, meilleur possible, notamment au filet, parce que c'était le jeu que ouais, j'affectionnais le le plus. filet, c'est important. Ouais, c'est Et vrai. au filet, je détestais sentir le volant qui, comme tu dis là, il prend le cordage et puis il repart. Je Ouais. ne fais pas du tout ça. Ouais. Mais ça fait pas vraiment ça, mais en fait, c'est juste un tout petit feeling, tu vois, Ah vraiment oui. ce petit truc de. Bah, je Mais pense que s'il le fait en physique, je pense que le volant, ouais, il le fait un peu ouais, plus, je pense qu'il même est. s'il fait que Ouais, 5 ouais. grammes, etc. Mais les frappes qu'on met dedans ou le toucher, c'est minime, mais on le sent en fait Ouais. à notre niveau. Donc, Ouais, mais moi j'ai le et comme j'ai quand même de la force dans tout ce qui est avant-bras, poignet, en fait je pense que j'obtiens aussi un peu cette réactivité très vite. Tu vois, je tape dans le volant et en fait ça part très vite, mais plus dû à ma morphologie, la force que j'ai, plutôt que le cornage qui est réactif. Tu vois. ok. C'était super intéressant. Merci pour les questions, les commentaires aussi. Donc, il y Ouais, a un commentaire de Paul, super intéressant comme échange. Merci beaucoup à vous deux pour cette mine d'informations et félicitations Alex pour tes perfs. À merci. 7, ça casse pas mal. Oui, ça casse beaucoup quand on décentre, c'est Ouais, sûr. C'est pour ça que il faut avoir une bonne technique pour essayer de ne pas décentrer au maximum. Encore un grand merci, Alex. Évidemment, tout le monde qui ont été présents aujourd'hui te remercie, ça c'est sûr. il n'y a pas Euh, de quoi. et on te souhaite évidemment que tu cartonnes tout dans les prochains mois. On veut te voir top 10 avant la saison prochaine et que tu ailles chercher surtout des grosses médailles après au championnat du monde, Jeux Olympiques. Mais je pense que d'ici là, je te réinviterai. Si tu fais médaille dans les gros tournois, on te réinvitera. Il y aura plus de monde aussi, donc ça va être cool. Et quand tu veux pour Voilà, venir ici, faire un petit stage avec moi, avec grand plaisir. ouais, ok. Bah, Merci merci beaucoup beaucoup, de Alex. l'invitation. C'était un bon moment sympa. Les questions aussi du chat, merci. Je vois vos petits messages aussi, ça fait plaisir. Merci Ah, beaucoup. t'es énormément suivi, hein. C'est vrai que quand je t'avais contacté la dernière fois, tu m'avais dit désolé, tu m'avais dit répondu 3 semaines après, désolé, j'ai pas vu ton message. Bah, tu m'étonnes, il avait Ouais, gagné ouais, 150. c'était un peu. Le flot de messages de félicitations a dû être énorme. C'est normal. Maintenant, j'ai ton WhatsApp, donc ça sera plus facile. Ouais, ouais, souvent WhatsApp, quand même, je réponds. C'est pour ça aussi souvent que je donne plutôt mon WhatsApp parce que des fois, quand c'est Instagram, tu vois toute la file comme ça, je réponds, mais des Ouais, fois, mais à un c'est. moment, Ouais, t'en tu peux zappes, pas. quoi. Ouais, tu peux Non, pas. non, quand c'est trop, au bout d'un moment, enfin, des fois, c'est beaucoup trop. Et même, ça me pompe de l'énergie plus qu'autre chose. Donc, en vrai, ça devient. Exactement. C'est les problèmes de grands sportifs, ça. Ouais, franchement, je vais pas me plaindre parce que c'est des bons problèmes. C'est vraiment pas. Exactement. Merci, Alex. Bonne journée à toi, bonne journée à vous. Et à très Merci bientôt. beaucoup. Pour ceux qui sont membres de Badminton Révolution, on se voit la semaine prochaine pour les réponses aux questions, comme chaque mois. Et donc, on se donne rendez-vous lundi à 12 heures, heure française. Ciao, Alex. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ciao.